printemps 1940, les troupes de Hitler s'emparent de l'ouest de l'Europe. L'espoir des Polonais en une fin rapide de la guerre disparaît. Le nombre des déportés affluant au camp de concentration d'Auschwitz augmente toujours. Les détenus travaillent avant tout à l'agrandissement du camp et dans des exploitations agricoles. Depuis sa création, le camp de concentration d'Auschwitz vise l'annihilation des déportés. Ceux-ci arrivent de plus en plus nombreux. Seuls ceux qui obtiennent une fonction ou un poste dans l'administration du camp, leur permettant de travailler sous abri, ont une chance de vivre plus longtemps. En décembre 1940, quelques détenus ont l'idée de créer un orchestre à Auschwitz pour échapper au sort commun. Plus tard, de tels orchestres verront également le jour dans d'autres parties du camp. Antoś Gargul était sergent dans le 20e régiment d'infanterie de Cracovie. Un jour, au rapport, il demande la permission de recevoir les instruments qu'il gardait chez lui, et ce pour jouer des marches. Proposez une marche à un Allemand et il acceptera avec déférence. Gargul écrit à la maison. Son épouse se présente à la Gestapo où on lui dit « Soit, qu'il puisse encore souffler dans ses trompettes avant de mourir ». J'ai demandé à ma famille comment voit mon violon. Mon épouse chérie, sois gentil et envoie-moi tout de suite le violon sur lequel j'ai l'habitude de jouer. Demande à mon frère Stéphane d'y installer de bonnes cordes et d'envoyer aussi 2 archers. Je n'ai pas besoin de pupitre. Je t'embrasse, ton Henrik qui t'aime. Au début, nous étions 7. Nous avions un violon, une contrebasse, un accordéon, une trompette et un saxophone. D'où provenaient ces instruments? Ils avaient été tout simplement confisqués à des musiciens de rue des environs de la ville d'Oświęcim. Nous avons joué pour la première fois à l'occasion de la fête des Rois Mages en 1941. Je n'avais aucun instrument, j'étais percussionniste. Le commandant adjoint Fritsch a alors demandé à DSS de se rendre à Prague et d'y rapporter des percussions. C'étaient des instruments de l'Opéra de Prague. J'ai pu jouer à partir de ce moment-là. Un piano avait été acheté, l'autre trouvé dans la rivière Sowa. On a porté l'instrument en pièces détachées jusqu'à la salle de musique. Des détenus l'ont remis en état. Ce piano avait un clavier coloré car nous ne disposions pas de vernis blanc pour les touches. Le premier chef de musique fut Franciszek Nierychło. Avant la guerre, il était musicien à la radio polonaise de Cracovie, un excellent oboïste, spécialiste de musique de chambre. Il avait pris part à l'insurrection silésienne et avait été emprisonné dès le début de la guerre en octobre 1939. Lui-même ne savait pas s'il était polonais ou allemand, un homme plein de contradictions. L'ordre allemand et la force, ça lui en imposait. Il était de bonne constitution et très bien nourri. Il remplissait aussi la fonction de capot à la cuisine. Nierychło avait composé sa propre marche. J'ai décidé de suivre son exemple. C'est ainsi que ma marche est entrée dans le répertoire de l'orchestre du camp.
Ñerejuo m'a extirpé d'un commando terrible où je portais des sacs de ciment toute la journée. On n'avait pas le droit de tomber. En cas de chute, le capot vous montait sur les cervicales et vous piétinait avec ses chaussures. J'ai réussi mon examen devant le chef de musique, Franz Ñerejuo. J'ai été accepté dans l'orchestre. Voyant combien j'étais amaigri, Ñerejuo m'a offert une miche de pain en disant aux autres dans la salle « Il faut le nourrir, il est épuisé ». Le règlement prévoyait que les musiciens ne pouvaient pas être embauchés dans des commandos à l'extérieur du camp. Ils devaient travailler à l'intérieur et principalement sous abri. Il y avait toujours plus de candidats pour l'orchestre que de places libres. Un convoi de prisonniers soviétiques est arrivé. Plusieurs dizaines de musiciens se sont portés volontaires. Nous avions près de 40 trompettes. L'un des candidats a saisi un corps. Il a soufflé, joué quelques gammes et passages et a été pris dans l'orchestre. Lorsque Franz est enfin sorti, j'ai demandé au type « Pourquoi étais-tu si terrifié ?» Il m'a répondu « Je n'avais encore jamais joué du corps. » Au début, bien sûr, il n'y avait ni partition ni papier. On utilisait de vieux papiers administratifs sur lesquels nous tracions des portées. On écrivait les partitions de mémoire. L'un écrivait, l'autre s'occupait de l'harmonie. Puis nous avons reçu des portées de l'imprimerie du camp, mais c'est surtout grâce à Arzt que l'orchestre a obtenu des partitions. Un jour, un détenu âgé s'est approché de moi. À ses dires, il dirigeait une librairie à Varsovie avant la guerre. Il pouvait nous aider grâce à un crédit de 3000 marks allemands qu'il détenait encore auprès de la maison d'édition Breitkopf und Härtel. Nous avons effectué nos commandes par l'intermédiaire de la coopérative SS. Nous avons reçu tant de partitions qu'elles auraient suffi à un ensemble symphonique au complet. L'orchestre jouait en face du bloc 24, sous un chêne. En hiver, lorsque la température tombait sous les moins 7 degrés et que les instruments gelaient, l'orchestre se réfugiait dans la salle de musique du bloc 24 et jouait les fenêtres ouvertes. L'orchestre avait pour mission de jouer des marches pour les commandos qui partaient au travail ou revenaient au camp en passant sous le portail Arbeit macht frei. On jouait pratiquement 4 fois dans la journée pour les détenus. Le matin, lorsque les commandos travaillant à l'extérieur commençaient la journée, à midi, lorsque certains commandos revenaient au camp pour le déjeuner, une nouvelle fois à midi pour ces mêmes commandos repartant au travail, et enfin le soir, lorsque tous les commandos revenaient au camp après toute une journée de travail. Notre musique devait permettre aux détenus de conserver le même pas. Les Allemands ont même fait des essais pour savoir quelle marche serait la plus rapide. Ils se sont exercés avec une colonne de détenus d'une centaine de mètres et des chronomètres. Ils voulaient raccourcir le trajet, ne serait-ce que de 5 minutes. On jouait des marches allemandes, polonaises, françaises, mais les françaises étaient trop rapides. Les détenus perdaient la mesure. Les détenus partaient au travail par groupe de 5. Cela facilitait le compte des effectifs. Un SS comptait à voix haute 5, 10, 15, 20, 100 et inscrivait ses résultats sur un tableau. Les commandos revenaient décimés du travail. On rapportait souvent 30 ou 40 cadavres. C'était horrible. J'en étais profondément affecté. Je pensais que je pourrais subir moi-même un tel sort.
mais je devais continuer à jouer. J'avais un œil sur les notes, l'autre sur le chef de musique. J'arrêtais souvent mon regard sur les détenus qui rentraient du travail. De nombreux commandos offraient une image funèbre. Chaque cadavre était porté par 4 détenus. 2 détenus d'un premier groupe de 5 le tenaient par les bras, 2 autres du groupe suivant le tenaient par les pieds. Le visage pendait contre le sol. Souvent, les SS frappaient à coups de pied ou de poing les porteurs qui ne respectaient pas le rythme de la marche. Dans d'autres groupes, on portait à bout de bras des détenus voûtés à demi-morts. Il arrivait que quelqu'un perde connaissance juste devant le portail. Ses camarades devaient alors le porter pour ne pas bloquer la marche et ne pas recevoir des coups de cravache ou de matraque. Les corps des évadés fusillés ou des détenus décédés pendant le travail et rapportés au rythme de la marche gisaient devant l'orchestre. Nous haïssions les détenus de l'orchestre. L'hiver, nous recevions des sabots, la neige collait. Il n'était pas possible de marcher normalement. C'était comme si nous étions sur des échasses. Et là, on nous forçait à garder la mesure en passant sous le portail. Il était facile de chuter. Il fallait donc enlever ses sabots et continuer pieds nus, à des températures avoisinant parfois les -20. Sous le portail, il fallait s'immobiliser au garde-à-vous devant la guérite, tout en gardant le rythme de la marche. Et moi, je portais le corps d'un camarade, mort quelques heures plus tôt, qui perdait son pantalon. Sa nudité était comme une profanation de sa mort, que le son de la musique légère ne faisait que renforcer. Cet orchestre, c'était une idée diabolique. On pouvait diversement juger du rôle de l'orchestre du camp. Les musiciens essayaient de maintenir le moral des détenus. Certains savaient même attirer l'attention des SS et les détourner de la fouille des détenus qui rentraient du travail, particulièrement Czesław Sowul. Un jour, je lui ai demandé « Comment crois-tu que cela va finir ?» Il ne se faisait aucune illusion. Dans la cheminée ou dans le sable, si nous ne crevons pas, ils nous achèveront, nous fusilleront. Il continuait à vivre dans cette certitude. Et il ironisait. Quand l'orchestre jouait, tous avaient le regard fixé sur Czesław. Il gesticulait sur son tambour ou son xylophone. Il se moquait souvent des SS, mais ne se faisait jamais prendre. Cela aurait pu mal finir pour plus d'un.
Un jour, Sayenchuk s'approche de moi et me dit « Je ne veux pas mourir ». C'était déjà, comme on disait, un musulman, un détenu agonisant. On ne lui donnait plus qu'une semaine à vivre. Je lui réponds « D'accord, fiston, tu connais le solfège ?» Il n'en maîtrisait que les bases. C'était un étudiant en droit en 2e année, je crois. Je l'ai fait enregistrer à l'hôpital, je l'ai nourri. J'étais en effet cuisinier. Il avait de l'appétit. J'ai pu bien vite l'installer devant les marmites. En octobre 1942, il me tombe dessus juste après l'appel. « Czesław, ça va mal. Que se passe-t-il » Mon nom est sur la liste. Et il commence à me faire ses adieux. Et je l'ai vu du bloc du grenier passer contre le mur. Il savait que je pouvais le voir de là. Il m'a fait signe de la main. Je voyais des milliers de personnes envoyées à la mort chaque jour. Mais cet adieu... Un jour, après le passage de commando sur le portail « Le travail rend libre », les SS ont ordonné aux musiciens de l'orchestre de ne pas bouger. On raflait à cette époque dans le camp les détenus inaptes au travail. Ceux-ci se dissimulaient dans les blocs pour échapper à la chambre à gaz. Soudain, s'est approchée Marianne Claire en hurlant « Stanislas, aide-moi, il nous envoie au crématoire ». Sans hésiter, je l'ai équipé d'une trompette basse en fa et l'ai fait entrer dans le rang des musiciens. Cela lui a sans aucun doute sauvé la vie. En juillet 1942, Himmler a fait une visite à Auschwitz. Avant sa visite, on avait raflé et envoyé au gaz tous les musulmans. Le commandant Hess a présenté le camp à Himmler et à sa suite. Dans les rues, il y avait des échiquiers et d'autres jeux disposés sur des tables. Seuls se promenaient dans le camp les détenus fonctionnels, en bonne santé. L'orchestre a joué en guise de bienvenue une marche de général et au moment du départ de simples marches. Nierichwo dirigeait dos à l'orchestre. Le dimanche, quand il faisait beau, nous donnions des concerts à l'extérieur du camp sur une hauteur située entre la villa du commandant Hess et le crématoire. Ces concerts étaient réservés aux SS et à leurs familles. On jouait le plus souvent Eine kleine Nachtmusik de Mozart, mais il arrivait que Adam Kopuczynski interprète le 5e concerto pour piano de Beethoven. Parfois, lorsque nous jouions sur cette hauteur, devant la maison de Hess, dans cette salle de concert à ciel ouvert, la cheminée du crématoire rejetait une odeur douceâtre de cadavres incinérés. Nous jouions différentes pièces, des extraits d'opérettes et d'opéra, des marches, des danses et d'autres musiques. Dans le public, il y avait un SS, paraît-il professeur de chant, qui dirigeait parfois notre orchestre par simple plaisir. Notre ensemble comptait 12 trombones. Il avait décidé que lorsqu'une œuvre comportait un solo de basse, tous les trombonistes devaient se lever et souffler ensemble. C'était très spectaculaire. Les Allemands s'amusaient comme des enfants. Après le concert réservé aux SS, on bénéficiait d'une demi-heure de repos, après quoi il fallait jouer pour les détenus dans la cour de la cuisine du camp. Ces concerts duraient jusqu'à 20h30. C'est sûr, ils auraient préféré obtenir quelque chose à manger, mais malgré tout, ils venaient très nombreux, quelques milliers, une dizaine de milliers peut-être. Les SS restaient volontiers dans la salle de musique. Ils écoutaient les répétitions ou les concerts. Il y avait entre autres Palitch, qui avait fusillé des milliers de détenus. Il restait sur le seuil de la porte, s'appuyait au chambranle et écoutait béat d'admiration. Il ne restait pas longtemps. Visiblement, il aimait la musique.
Il savait étrangement concilier des goûts différents. On avait peur de lui. On disait qu'il venait choisir sa prochaine victime. Il arrivait que l'on organise des concerts de musique polonaise, ce qui était interdit, pour des groupes restreints d'amis. Les musiciens de l'orchestre organisaient parfois individuellement ou en petite formation des concerts clandestins dans différents blocs ou même dans les pièces des détenus. Je n'oublierai jamais les soirées musicales clandestines qu'organisait Adam en petit comité lors des fêtes nationales. Les amis réunis, Adam est assis face au piano et le regard perdu dans le lointain, il joue nos chansons polonaises chéries. Adam ne savait pas que nous pleurions, que sa musique nous emplissait l'esprit de liberté. Nous n'avions pas oublié qui nous sommes. En 1944, Nierychło a été libéré du camp après avoir signé la Volksliste, la liste des Polonais d'origine allemande. Lorsqu'il est sorti du camp en tant que volontaire de la Wehrmacht, 20 000 personnes l'ont sifflé. Pas un seul détenu s'est retenu de le siffler. Une fois Franz parti pour l'armée allemande, notre cher Adam Kopeczynski est devenu le chef de musique. L'orchestre a alors changé de profil. Lorsque nous recevions des nouvelles optimistes de l'extérieur, nous jouions des marches du compositeur américain Sauce. De très belles marches qui fonctionnaient comme un code. Plus les SS étaient tristes, plus on jouait Sauce. Jusqu'au 27 octobre 1944, l'orchestre ne comprenait que des détenus polonais. Lorsque la majorité d'entre eux ont été déportés à l'intérieur du Reich, ils ont été remplacés par des détenus juifs. Seul Adam Kopeczynski est demeuré chef de musique. Presque tous les musiciens de notre ensemble ont été déplacés, mais les autorités du camp m'avaient gardé pour que j'organise et dirige un orchestre juif. Les Juifs affluaient sans cesse par milliers. Ils disparaissaient immédiatement dans la cheminée. Mais il ne pouvait pas y avoir que la cheminée dans le camp. Il fallait aussi un orchestre.